Pourquoi est-ce qu'on rédige un certificat médical, une attestation? Qu'est-ce qui fait selon vous qu'on en rédige une? Alors j'ai un deuxième micro, et l'idée c'est que chacun puisse donner son point de vue là-dessus, et que tous ensemble on ait une idée de pourquoi on rédige. Quel est l'objectif? C'est toujours le premier le plus compliqué. Allez, une petite idée. J'ai envie de dire, c'est déjà un témoignage et puis une porte ouverte pour aller vers, par exemple, le médecin. Un témoignage, une porte ouverte pour aller voir un médecin. Vous êtes d'accord avec ça, mes chers collègues de table ronde? Est-ce que c'est que pour ça qu'on rédige un certificat? Je vais faire le tour. Je cours, j'avais prévu de courir, mais... Pour constituer une preuve. Pour constituer une preuve, tout à fait, c'est ce que nous a dit monsieur le procureur ainsi que le docteur Bouvet tout à l'heure. D'autres idées? Pour protéger la victime? Pour protéger la victime, oui, dans le cadre de la constitution de son dossier. Pour laisser une trace. Pour laisser une trace, oui, tout à fait. C'est aussi l'objectif de ces attestations qu'on va faire, qui ne vont pas forcément servir tout de suite pour faire un signalement, mais qui vont pouvoir servir peut-être plus tard. D'autres idées? Les membres de la table ronde, vous pouvez aussi rajouter des choses, hein. Vous avez vos propres micros. Pour rebondir à ce que vous avez dit, donc moi c'est Aude Sterlet, je suis sage-femme, membre du dispositif d'accompagnement des victimes de violences basé sur Saint-Brieuc. Je vous ferai un petit topo juste après. Par rapport au pourquoi rédiger un certificat, la première chose, donc pour rebondir la première réponse, c'est pour la victime, pour la reconnaître en tant que victime. C'est-à-dire le fait de rédiger, c'est déjà une première étape pour elle qui lui donnera une légitimité pour déposer plainte. De se sentir écoutée et de l'écrire, c'est très important pour les victimes. Pour se protéger en tant que professionnel aussi, tout à l'heure on a parlé de non-assistance aux personnes en danger. Pour se protéger, nous aussi en tant que professionnels. Tout à fait, ça fait partie de nos codes de déontologie, mais pour les autres professionnels, ça fait partie, en tant que professionnel de santé, de rédiger ce que la parole, donc d'écrire ce que les gens nous confient. C'est très important, effectivement, ça sert de preuve pour après, c'est important de poser les choses, c'est partie de nos obligations. Est-ce que vous pensez, chers experts, qu'on a fait le tour autour de pourquoi il est important de rédiger? Je pense qu'on avait dit l'essentiel, c'est en premier, c'est pour la victime, pour la reconnaître en tant que victime, pour constituer des preuves au moment où elle déposera plainte, et aussi en tant que professionnel pour noter les choses, parce que ça fait partie de l'obligation. Alors on va passer sur une deuxième question. Selon vous, comment on recueille la parole de la personne? Quelle posture il faudrait avoir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Le docteur Appéré nous en a parlé tout à l'heure. Voilà, alors, qu'est-ce que vous avez...
Ah, c'est une. Je pense qu'il faut après s'adapter aussi à la victime qu'on a en face de nous. Certaines préféreront en parler verbalement, d'autres par écrit, ou d'autres s'exprimeront pas du tout. Donc il faut aussi s'adapter en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Voilà. Tout à fait, c'est de s'adapter et de mettre en place ce qu'il faut en fonction de la victime. Chacune et chacun des victimes sont différents. Il faut savoir, c'est dans notre métier, dans tous les cas, c'est effectivement de s'adapter. On l'a déjà dit, mais quelle posture en tant que professionnel on doit avoir? Une écoute neutre et bienveillante. Bien sûr, c'est la base. Est-ce que ça suffit pour ne pas porter de jugement? Favoriser une écoute active et laisser la personne parler à son rythme, ne pas combler les blancs. Tout à fait. Il y avait des études qui étaient menées en tant que professionnel de santé. Quand une personne vient pour un motif de consultation, on la coupe généralement dans les 10 secondes. Là, c'est pour tout sujet confondu, mais encore plus pour les victimes de violences. Elles ont une banalisation au niveau de la mémorisation de tous les faits, ça demande du temps. Elles sont pour la plupart traumatisées avec des troubles de stress post-traumatique. Donc il faut leur laisser le temps et laisser le blanc. Chose qu'on a du mal à faire. Ne pas laisser transparaître nos envies, nos désirs pour les autres, pour la personne en face. Ça, c'est pas simple. À savoir qu'en moyenne, une victime de violence part 7 fois de son domicile avant de partir définitivement. Donc il faut être conscient que quand vous êtes peut-être la première personne à discuter avec elle des violences, il faut être conscient que ce n'est qu'un début et que vous n'allez pas pouvoir révolutionner les choses. Le plus important, c'est de lui expliquer quelles sont les démarches et l'orienter. Mais il faut être conscient que même si on a envie de secouer là ou le victime en disant « il faut partir », ça ne marchera pas de faire ça. Donc se protéger et ne pas trop s'investir émotionnellement. Oui, tout à fait. Et orienter dès qu'on sent que émotionnellement c'est compliqué. On a tous nos sujets personnels avec parfois des antécédents de violence et c'est pas simple. Donc il faut aussi dire aux victimes, écoutez, je ne suis pas la personne la plus compétente pour vous écouter, pour vous orienter. Excusez-moi pour ça. J'ai les numéros d'associations à vous donner. Et savoir aussi dire qu'on ne sait pas. Est-ce que vous auriez des précisions supplémentaires à nous amener, ou est-ce que sur la question de la posture, nous aurions fait à peu près le tour de la question? Donc à ajouter, c'est d'affirmer clairement, de dire à la victime que vous la croyez. Vous n'êtes pas inspecteur, vous avez le droit de le faire et au contraire c'est important dans l'accompagnement. De dire que dans la loi, c'est le seul responsable, c'est l'auteur. Que si elle a besoin, c'est de rappeler les numéros, le 3919 pour les victimes de violences, mais que ce n'est pas un numéro d'urgence. Il faut rappeler qu'en cas d'urgence, il faut appeler la gendarmerie. Et le 17, tout simplement. Il y a aussi en SMS, que je perds à chaque fois, donc, merci, 114 pour pas dire ça. Donc affirmer donc, le fait qu'elle est légitime de vous parler, informer de l'existence d'associations d'aide aux victimes et de lui dire qu'elle a la possibilité de déposer plainte. Et vous êtes là pour l'accompagner ou non, ou en tout cas de l'orienter.
Et évaluer le danger, c'est la première chose. Savoir la présence d'armes au domicile, s'il y a eu des menaces de mort, des tentatives de strangulation, ça c'est des critères de gravité qui sont importants à prendre en compte, si elle a aussi des idées suicidaires. Voilà. Et bien sûr, j'ai oublié, il faut toujours proposer une nouvelle consultation, soit avec vous, en tout cas, dire que vous êtes disponible, soit avec un autre professionnel de santé, mais toujours laisser l'ouverture à un autre rendez-vous. Sinon, là, je parlerai surtout pour les infirmiers à domicile. On a l'avantage de pouvoir passer plusieurs fois, donc laisser le temps de la personne de s'exprimer. Il y a des jours elle pourra, il y a des jours elle ne pourra pas. Ne pas minimiser sa souffrance et d'être énormément dans l'observation. L'observation du milieu où elle vit est très très important. Souvent, le conjoint peut être présent. Là, on verra les différences entre son comportement, quand il est là, pas là. Ce qui est aussi quelque chose à noter. Bien sûr, ne pas rentrer dans le questionnement quand il est présent. Voilà, c'est des petites choses importantes. Mais effectivement, le fait de passer à domicile, on peut observer d'énormément de choses différentes. L'alcoolisation, les bris, et ainsi de suite, de vaisselle cassée, des choses comme ça. Bien, merci. Alors, une autre question. Quelles seraient les informations à délivrer à la personne victime lorsqu'on la reçoit et qu'elle commence à dire ce qui se passe pour elle? Quelles seraient les informations importantes à lui délivrer? Alors on imagine hein, que c'est elle la victime. Genre, qu'elle n'est pas responsable. Qu'elle n'est pas responsable. Qu'elle peut porter plainte. Les numéros d'urgence dont on a parlé. On répète, le 3919, notamment, entre autres. Je disais préciser du coup qu'elle a le droit à l'information qu'on divulguera par rapport au secret professionnel, si elle veut que ça reste entre nous ou si on a le droit d'en parler ou pas. C'est-à-dire les conditions de levée du secret? C'est ça, les conditions du lever de secret. C'est très important d'être clair et d'avoir un consentement éclairé, en tout cas d'informer les patients sur le fait que oui, il y a le secret professionnel, mais dans quelles limites il peut être dépassé. Très important de leur dire. Ce qui est surtout important sur la notion de secret, si j'ai expliqué tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple pour vous si la victime est d'accord. Si elle est d'accord, effectivement, bien évidemment, vous pouvez transmettre toute information que vous estimez utile à la police, à la gendarmerie, à l'autorité judiciaire, puisque vous ne risquez absolument rien. C'est un peu plus compliqué, ce qu'on disait tout à l'heure, lorsque la victime n'est pas d'accord, ou effectivement on a des conditions cumulatives, l'emprise, le danger, qu'on évoquait tout à l'heure, en matière de violence conjugale. Hein. Mais si elle est d'accord, effectivement, vous pouvez faire ce travail à sa place. Il me semble d'ailleurs que nos experts avaient un point de vue sur un conseil peut-être à donner sur justement au moment de la rédaction, qu'est-ce qu'on fait après, qu'est-ce qu'on peut préconiser comme procédure, comme protocole. Vous disiez tout à l'heure de revoir la personne. Oui, bien sûr, de lui proposer de la revoir et surtout lui mettre à disposition tous les numéros et les associations locales. Par rapport à votre certificat, il n'est pas à faire dans l'urgence. Prenez le temps, parce que c'est pas simple, il faut savoir peser ses mots et être commémoratif, déclaratif. Comme disaient les intervenants tout à l'heure, il ne faut pas interpréter et il faut peser ses mots. Donc prenez le temps et vous avez le temps
voilà, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de le donner juste à la fin de la consultation. Et d'ailleurs, je le déconseille, prenez le temps. Et faites-le relire aussi. Ok, du coup, sur les informations à transmettre, est-ce qu'on aurait fait le tour de cette question? Alors, je vais rajouter que potentiellement, vous avez tous à disposition le violentomètre, qui peut être une bonne option pour donner aussi à la personne. Il y a tous les numéros utiles à l'intérieur. Donc voilà, ça peut être aussi une manière de transmettre l'information. Eh bien, je vous propose qu'on passe à la rédaction d'un certificat. Alors, on vous a proposé l'avant-dernière page de votre petit dossier A4 que vous avez. L'avant-dernière page, vous avez un certificat médical qui a été rempli. On vous propose de prendre quelques minutes pour le lire et faire vos observations sur ce certificat. Est-ce que vous auriez fait ça? Est-ce que vous auriez fait autrement? Est-ce que ça vous paraît bien? Est-ce que peut-être la formulation est à revoir? Bref, toutes vos observations que vous pourriez faire sur ce document. Donc c'est l'avant-dernière page de votre dossier. Ah, il y en a qui n'ont pas eu de dossier. Alors, levez la main ceux qui n'en ont pas. Je suis pas sûre que je vais avoir assez. S'il y en a qui peuvent... Un pour deux. Est-ce que tout le monde est fourni avec le dossier? Parfait. C'est bon, on a notre quota, merci. C'est le 3e certificat où c'est commencé par je suis signé Dr N qui a critiqué et analysé. Alors, on va pouvoir commencer à recueillir vos impressions. Qu'est-ce que vous auriez fait pareil? Qu'est-ce que vous auriez fait différent? Merci. Bah oui. C'est pas que j'ai fait cette erreur, mais presque. Critiquez-le, hein, au contraire. Allez-y. Ça va, l'auteur n'est pas dans la salle, on peut y aller. L'auteur du certificat, je veux dire.
Pour les violences physiques, c'est pas très précis. Aude, on te laisse la parole pour réagir. Oui, complètement. C'est par rapport aux lésions constatées? C'est où vous voulez? Tout à fait. En fait, ça sous-entend qu'il y a des violences physiques, mais on ne sait pas lesquelles. C'est pas bien de mettre ça parce qu'en fait, on sous-entend les choses. C'est pas clair. Du coup, c'est à l'interprétation du magistrat. On peut lire ce qu'on veut. Donc, il faut qu'on soit clair et qu'on soit clair pour que ça soit compréhensible et que ça soit compréhensible pas seulement à des professionnels de santé, mais à des professionnels qui ne sont pas de santé, les magistrats, les avocats, etc. Donc, avec des mots clairs. Donc, par exemple, la taille du spéculum non adapté, la préciser? Ou on dit juste non adapté? Là, c'est dans le commémoratif. C'est ce qu'elle se plaint. En soi, on aurait pu mieux l'écrire, mais je suis d'accord avec vous. En soi, ça reste du commémoratif, c'est ce qu'elle déclare. Enfin, je pense qu'il c'est bête, hein, mais il ne faut pas hésiter à mettre des guillemets pour bien dire que ça, bien exprimer que c'est la personne qui parle et pas vous. Comme ça vous couvre. Faire du commémoratif, c'est pas forcément simple. Quand on n'a pas l'habitude de mettre les guillemets par rapport à ce qu'elle dit, ce qu'elle ou lui dit, c'est plus simple. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc mettez des guillemets, mais il faut qu'ils soient, qu'ils ne desservent pas la victime, que ce soit sélectionné et que ce soit compréhensible. Que pensez-vous des ITT? Apportez-nous votre éclairage peut-être. Par rapport au 0 jour, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'il y a une petite baisse d'attention au moment de l'intervention de Dr Bouvet. Oui, spontanément, je dirais que comme c'est noté que sur le plan psychologique, il y a une évaluation qui paraît indispensable, c'est un peu étonnant d'avoir 0 jour d'ITT. Mais bon, voilà. Tout à fait. Alors, pour les 0 jours, alors c'est tant sur le plan psychologique parce que le praticien met une évaluation psychologique paraît indispensable. Je vous ferai la question de cette phrase, qu'est-ce que ça sous-entend. Mais par rapport aux 0 jours, elle déclare quand même, suite à cet examen, ne pas pouvoir avoir de rapport, ne plus être en mesure d'avoir de rapport intime avec son conjoint. ITT, c'est dans les gènes notables de la vie quotidienne. Ça sous-entend qu'elle est gênée. Soit vous êtes formé et vous êtes médical, donc là pour le coup les médecins peuvent mettre un ITT, soit vous ne l'êtes pas. Dans ces cas-là, l'ITT sera déterminé dans un second temps par une personne compétente. 0 jour va desservir la victime clairement. Et du coup orienté vers un médecin compétent. Oui. Dans les Côtes d'Armor, on a un sujet, c'est qu'on n'a pas d'unité médico-judiciaire à proprement parler. On en a parlé tout à l'heure. Déjà, si vous orientez vers son médecin traitant, c'est déjà avec un courrier, donc le certificat que vous adressez à la patiente, que vous gardez un double, et vous adressez aussi un courrier au médecin traitant pour lui expliquer la situation. Par rapport à la phrase sur le plan psychologie, une évaluation apparaît indispensable. Vous pensez quoi de cette phrase ? J'ai entendu que ça ne va pas servir à la victime. Ouais. En fait, dans l'examen, on a l'impression, quand on le dit, alors moi c'est mon impression, et il a été analysé aussi par des médecins légistes, qu'une évaluation psychologique est indispensable, pas par rapport au fait qui a été fait, mais par rapport à la patiente. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là de lecture. Ça
ça, pareil, c'est pas à mettre dans un certificat. C'est en tout cas pas écrit comme ça. Sur le plan psychologique, vous avez d'autres exemples de certificats, le premier et le deuxième qui sont des certificats plutôt classiques faits par des médecins légistes, où un accompagnement psychologique est nécessaire et semble adapté. Une phrase plus simple, plus douce et non interprétative, par exemple, ça fait partie des exemples. Que pensez-vous de l'antécédent qui a été noté ? Ça n'apporte rien. Exactement. Les antécédents, oui, mais seulement si ça a un intérêt dans la prise en charge et si ça a un intérêt après pour le dépôt de plainte et le magistrat. Savoir qu'elle a du papillomavirus ou pas, on s'en fiche complètement. Dans l'autre certificat, il était noté la tension, le poids et la taille. Est-ce que par exemple, là, vous pensez que ça avait un intérêt de mettre ça ? La variation du poids ? Oui, en fait, il faut le noter si elle déclare avoir perdu du poids, par exemple. Mais votre tension, on s'en fiche complètement si ça n'a pas d'intérêt par rapport aux faits rapportés. Pareil, le poids et la taille, ça n'a pas d'intérêt. En fait, il faut noter des antécédents qui sont utiles. Si elle a des antécédents qui ne sont pas utiles, marquez que pas d'antécédents notables dans le dossier. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur ce certificat ? C'est à peu près tout en termes de ce qu'on avait relevé. Vous pouvez lire le premier et le deuxième certificat si vous voulez, ce sont des certificats qui sont validés. Le dernier aussi est à critiquer, donc vous pourrez en faire une critique aussi. Et vous pouvez toujours me contacter, je vous donnerai mon mail juste après, donc n'hésitez pas. Le plus important, c'est d'écrire un certificat, en fait, de retranscrire ce que les victimes vous disent, mais attention à ce que vous mettez, et donc prenez le temps pour le faire. Alors, merci pour le jeu des 7 erreurs, du coup. Vous avez les 2 premières pages de votre document. C'est un formulaire qui pourrait être utilisé comme constat, attestation, signalement. C'est une possibilité qui vient en plus de ce que monsieur le procureur vous a montré tout à l'heure comme document. Est-ce que par rapport à ce document et au certificat médical dont on vient de parler, est-ce que vous avez des questions ? À quoi ça sert de référencer notre adresse ? Je crois que je vais passer la parole à monsieur le procureur là-dessus. Oui. Effectivement, là, j'ai un certificat d'un médecin de ville sous les yeux. C'est un élément de preuve, donc il faut quand même savoir de qui ça émane et que ce soit vérifiable en quelque sorte. Donc c'est comme écrire sur du papier en tête. Hein. Donc à mon sens, c'est pour attester de qui est bien l'auteur et qui a la qualité pour établir ces éléments. C'est l'adresse professionnelle. Hein. En tant que psychologue, quel type de certificat je peux remplir, moi, par exemple ? Ça c'est extrêmement important parce que je pense que vous pouvez estimer le retentissement psychologique et constater, je disais tout à l'heure que les violences, c'était pas que les violences physiques, hein, évidemment, on a des violences de nature psychique qui entraînent un émoi, et donc c'est de décrire comment effectivement ces violences ou ces actions effectivement ont entraîné une détérioration, une dégradation du niveau de vie
quotidienne, les angoisses, les terreurs, enfin, plus les conséquences, effectivement, que vous avez pu constater lors de l'examen. Ça, c'est... Alors après, il y a des expertises. Je pense notamment, je parlais du harcèlement moral, puisqu'il faut établir une dégradation des conditions de vie par un certificat, par une expertise. Donc ça, c'est également des éléments que vous pouvez consigner. Je sors un tout petit peu des violences intrafamiliales, mais je pense aussi à l'abus de faiblesse pour établir la vulnérabilité de la personne qui doit être constatée par expertise, notamment par expertise d'un psychologue. Expert psychologue, mais dans mes consultations, je constate qu'un patient ou une patiente justement subit de la violence, du harcèlement, des choses comme ça. Qu'est-ce que je décris ou Alors, ce qui est important, c'est qu'en droit pénal, la preuve est libre. Donc, c'est un élément qui est extrêmement important. Plus c'est détaillé, sans faire une thèse, hein, mais plus c'est détaillé, mieux c'est. Plus c'est objectivé, mieux c'est également. Après, effectivement, moi, je ne pense pas que vous puissiez déterminer une incapacité totale de travail. Mais fournir tout élément utile sur les conséquences de l'acte de la personne sur l'état de santé, y compris psychique de la victime, ça vous pouvez le faire évidemment. Si le patient ou la patiente ne souhaite pas que ce soit consigné dans un certificat, par exemple. Alors, c'est des choses auxquelles je peux être confrontée parfois et c'est pas simple. Alors, c'est vrai que tout tourne autour quand même de l'accord de la victime. Dans certains cas, les médecins peuvent s'affranchir et peuvent ne pas risquer une violation du secret professionnel, dans des cas assez limités, comme je disais tout à l'heure, si la victime n'est pas d'accord. Des cas qui sont quand même assez spécifiques. Moi, je pense qu'il faut tout faire pour avoir l'accord de la victime. Il me semblait, M. le procureur, qu'il était possible de faire une attestation à remettre à la personne et après elle en fait ce qu'elle veut. Oui, alors ça c'est ce que j'appelle le recueil de preuves sans plainte, c'est ce que j'avais exposé tout à l'heure. Vous pouvez établir un certificat médical qui peut être accompagné d'ailleurs de photos, hein, c'est dans le protocole qu'on a fait d'ailleurs avec l'hôpital public, hein, pour établir ce qu'on appelle ce recueil de preuves sans plainte. Et le professionnel de santé peut l'envoyer au médecin traitant ou pas de la personne à la discrétion, je dirais, de la personne. C'est précieux puisque ça peut effectivement, c'est toujours pour respecter le choix de la victime de judiciariser ou pas des faits qu'elle estime avoir subis. Elle peut ne pas être prête à le faire, ne pas vouloir le faire. Vous pouvez être dans un cas de figure qui ne nécessite pas que vous outrepassiez son désaccord, et elle pourra, si malheureusement elle devait subir de nouvelles violences de la part de la même personne, s'en servir et l'utiliser et le produire à l'appui d'une plainte qu'elle pourrait déposer. Et il me semble d'ailleurs que ce type d'attestation peut être consigné dans vos cabinets s'il y a un risque pour la personne qu'elle se retrouve en possession de cette attestation face à son agresseur. Je vais juste rebondir sur l'aspect, la profession des psychologues. Donc, vous n'avez pas de conseil de l'ordre, on n'est pas d'ordre si je ne me trompe pas. À la différence, par exemple, des infirmiers, des sages-femmes, etc., où vos conseils de l'ordre ont fait des exemples de certificats, en fait. Mais au final, c'est tous la même chose, en fait. C'est tous la même chose. C'est exactement ce que vous venez de dire comme certificat, sans les ITT. C'est ça, en fait, le recueil sans plainte, c'est de faire le certificat que vous avez lu, mais vous ne mettez pas l'ITT. Par rapport au psychologue, c'est vu que vous n'êtes pas géré par un ordre, c'est moins clair. Ni médical, en fait. On est toujours un peu en dehors, on ne sait jamais trop, en fait. Alors du coup j'ai quand même un élément de réponse et vu que tout professionnel ou en fait toute personne, du moment qu'on nous révèle quelque chose, il faut le notifier avec l'accord de la patiente. Donc ça c'est important d'obtenir l'accord ou du moins lui proposer, voilà j'ai écrit ce certificat,
Je vous fais le relire, je vous le donne, vous en faites ce que vous en voulez. Mais ça fait partie de notre devoir, en fait, de pouvoir le faire. Et donc j'insiste vraiment auprès des psychologues, parce que souvent vous avez une petite inquiétude par rapport au fait que ça soit moins cadré, mais ça l'est, parce que c'est une notion juridique. Donc vous pouvez le faire. Il y a des psychologues qui travaillent dans des unités médico-judiciaires et qui font ces certificats. Juste une précision, une différence entre attestation ou certificat? Donc, quand il n'y a pas de... En fait, la différence est avec ou sans réquisition, pour faire simple. C'est plein de mots différents, mais au final, sur la rédaction, c'est la même chose. En fait, pareil, la rédaction de votre certificat, votre recueil sans plainte, c'est la même chose que finalement ce que vous avez noté si vous faites un signalement. En fait, c'est le même contenu. C'est des noms différents, c'est la même chose. Moi, j'avais une question en tant que psychologue. Vous disiez qu'il n'y avait pas de délai pour faire une attestation, une déclaration, un signalement. Il n'y a vraiment pas de délai, parce que c'est ma question, dans la mesure où recueillir la parole, ça permet aussi, en l'accueillant sans jugement et sans poser un acte de signalement, ça permet aussi peut-être à la personne qui vient de pouvoir faire un travail de réflexion et d'élaboration sur ce qui se passe et peut-être y mettre du sens, alors que si on est pris dans l'urgence de la déclaration et que on dit que voilà, il faut signaler les choses, peut-être que ça peut aussi bloquer la personne dans sa réflexion et peut-être même dans son action, parce que tout à l'heure il y avait vous évoquiez la possibilité de dire à la personne je ne suis pas l'interlocuteur qu'il faut. En même temps, si cette personne choisit cet interlocuteur-là à ce moment-là, c'est peut-être aussi important de pouvoir recueillir la parole sans dévier sur quelqu'un d'autre, parce que ça risque aussi de bloquer la possibilité de dire ce qui se passe. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, il faut s'adapter aux personnes. Dans tous les cas, il faut faire relire le certificat à la victime. Il faut voir, chaque situation est différente. Si vous, en tant que professionnel, vous sentez qu'il faut le faire sur le moment, parce que c'est le moment de le faire, alors faites-le sur le moment. Il faut s'adapter. Et effectivement, quand je dis de dire qu'on ne se sent pas la compétence, ou en tout cas de leur dire qu'on n'est pas forcément le professionnel le plus adapté, c'est aussi par rapport à vous, parce qu'il y a aussi en tant que professionnel, on est tous différents sur le rapport aux victimes et aux antécédents. Donc en fait, c'est le laisser à chacun. Mais en tout état de cause, il n'y a pas de délai. Donc quand c'est sous réquisition, oui. Quand ça ne l'est pas, c'est à la demande de la victime. En fait, c'est sous la demande de la personne, donc c'est à voir avec elle. Merci. Alors on va clore, je suis désolée, on a un timing et nos médecins sont tous dans les starting blocks là, à vouloir se réinstaller. Donc on va les réaccueillir pour pouvoir conclure notre soirée. Je vous en prie.